très embêtés. Ils ont bloqué le Châtelet et ils ont bloqué 2 ponts sur la Seine. Les autobus ne circulaient plus dans certains quartiers de Paris. Et en plus, il pleuvait, bien entendu. Donc, bienvenue à cette deuxième séance des conférences mensuelles de la SAF au CNAM. Et pour commencer, je voudrais qu'on fête ensemble nos 3 amis que nous connaissons bien à la SAF, notamment Michel Mayor et son étudiant de l'époque Didier Queloz, qui ont été les premiers à découvrir une exoplanète, Pégase 51, en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence, en France. Bien que ce soit des Suisses, comme quoi la Suisse aime la France aussi. Donc c'est formidable. Je sais que Michel attendait ce prix Nobel depuis pas mal de temps. Ça fait près de 25 ans qu'il a fait cette découverte. Donc on est très content pour lui et je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà. Vraiment, les gens de la SAF le connaissent bien. Je sais quand on a fait nos voyages au CERN, on a toujours été lui rendre visite. Il nous a accueillis. Il est très sympathique. Il est toujours très sympathique. Voilà. Ce prix Nobel a été partagé avec Jim Peeble, un ancêtre de la cosmologie. À l'origine, tu diras peut-être quelques mots. Non, pourquoi tu rigoles? Oui. Il est un peu tout jeune. Bon. Donc, il a partagé ce prix Nobel avec lui. Alors, en fait, avant, voilà ma slide de présentation d'avant, j'ai changé ce matin. Je voulais aussi remercier notre ami Thierry Lasserre, grand spécialiste des neutrinos, qui, avec ses collègues à l'expérience Catherine à Karlsruhe en Allemagne, a mis au point une manip, ça fait des années qu'il travaille là-dessus, pour donner une borne supérieure à la masse des neutrinos. Vous savez que le neutrino, c'est une particule complexe dont on ne connaît pas la masse. On connaît le rapport de masse entre les différents types de neutrinos. Vous voyez, il y a trois types de neutrinos, peut-être plus. Et par contre, on a donné, Thierry Lasserre et ses copains ont donné une limite maximum à la masse du neutrino qui est de 1 électronvolt. C'est pas beaucoup. Ça. Alors, voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, on fait des expériences pour transmettre en direct sur Internet cette conférence. Alors, il y a 2 voix. Il y a la voix de Laurent, par Laurent qui filme ça, et il y a la voix par le CNAM qui semble qu'on n'est pas bien encore réussi cette fois-ci. On verra. Donc voilà, je rappelle qu'on rentre par la rue Saint-Martin et non pas par le musée. Voilà la salle quand elle est vide. Les prochaines conférences de la SAF, que vous voyez ici, vous avez le programme en bas pour ceux qui veulent. Et les dates, alors en principe c'est le 2e mercredi du mois, sauf quand ça tombe mal, par exemple. En avril, à cause de Pâques, c'est pas le 2e mercredi. Voilà. Alors il y a d'autres conférences intéressantes sur Paris que vous voyez ici et que moi je ne vois pas. D'accord, on va essayer. Pour les gens de la SAF, samedi, il y a la commission de cosmologie avec Denis Galis qui va nous parler de multivers. Moi, je vous parlerai le 14 octobre du futur des explorations spatiales. La Lune, Mars, pourquoi pas. Et puis, vous voyez... Alors, évidemment, il y a notre ami Françoise Combe, que vous connaissez tous, qui, c'est le 16 octobre, dans la salle de l'atelier à l'Observatoire de Paris, donne une conférence sur l'histoire du Big Bang. Vous savez que cette salle est très petite, il faut réserver à l'avance. Je crois que c'est tout plein. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, vous savez lire comme moi. Voilà. Alors,
C'est trop petit, il n'arrive pas à lire sur l'écran. Voilà la dernière conférence SAF. Vous étiez très nombreux. On a eu le plaisir d'avoir François Forget qui a inauguré cette salle et qui nous a parlé de Mars, le prochain défi. Il nous a parlé du passé et du futur. On s'est aperçu que ce n'était pas facile d'aller sur Mars. Hein. Une mission sur 2 en moyenne s'est crachée. Hein, voilà. Alors, Daniel Brio reprend ses cours d'astronomie à la SAF. C'est réservé aux membres de la SAF. Et vous voyez, le premier cours, ça débute le 7 novembre. Jacques Frick reprend aussi ses cours de cosmologie et il démarre en janvier. Alors pour ceux qui ne sont pas bien familiers avec la cosmologie et les mathématiques de cosmologie, Stéphane Miralovic de la SAF propose des cours de maths adaptés à la cosmologie. Alors c'est aussi pour les membres de la SAF, mais la SAF, je répète, ne fournit pas l'aspirine. Faut l'amener vous-même. Voilà. Alors, la prochaine fois, nous fêterons les 100 ans de l'UAI. L'UAI, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est l'Union astronomique internationale. Et c'est Jean-Louis Bougeret qui nous fera, à cette occasion, l'historique de l'UAI, et en prenant comme prétexte la vie de Bayot, le premier président de l'UAI. La réservation, c'est comme toujours, à partir de demain matin, 9h, après le petit-déj. Voilà. Et ce soir, donc, on reçoit la vedette, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien de l'Observatoire de Paris, et présentement au LAM, laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui va nous parler de Stephen Hawking. Alors, je vous rappelle que on a à votre disposition, si vous le souhaitez, le dernier bouquin de Jean-Pierre, les chroniques... comment ça s'appelle ? Les chroniques de l'espace, voilà, et d'autres, donc qui sont à votre disposition. Il y aura une séance de dédicace à la fin de la conférence. Je vous souhaite une bonne conférence et je lui passe le micro. Ça va comme ça, Laurent ? Voilà, bonsoir. Bon, merci d'être venus si nombreux, malgré ces conditions pas très favorables. Alors, juste un mot, avant de parler de Stephen Hawking et de ses travaux. Ben, sur Jim Peebles, que vous connaissez peut-être moins que les deux autres nobelisés, là, que Mayer et Kellos. Voilà, ben, c'est un de mes collègues cosmologistes. Oui, il doit avoir à peu près 85 ans, c'est ce que tu appelles un ancêtre. Enfin bon, il est toujours plus ou moins actif. Voilà. Donc, c'est l'un des pères de la cosmologie relativiste moderne, ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, le modèle lambda CDM, pour ceux qui savent bien. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ce n'est pas toujours le cas des travaux de tous les collègues en cosmologie, parce qu'il a toujours eu une pensée originale. Il n'a pas jamais eu une pensée orthodoxe, même s'il a proposé ce modèle qui est devenu standard. Il a écrit un livre de référence qui s'appelle Physical Cosmology dans les années 80, donc c'est très utile pour les étudiants. C'est l'un des rares cosmologistes anglo-saxons et américains à reconnaître les contributions fondamentales de Georges Lemaître, le véritable fondateur du Big Bang. Et d'ailleurs, il a eu précisément en 1995 le premier prix international Georges Lemaître, délivré en Belgique à l'université de Louvain, a été attribué à Jim Peebles. Et pour l'anecdote, j'ai eu le second, donc on peut toujours espérer après le prix Nobel. J'ai eu le second prix Georges Lemaître après Peebles. Bon, voilà. Bon, alors on va plus parler de Peebles, on va parler maintenant de Stephen Hawking. Enfin, Stephen Hawking, l'univers selon Stephen Hawking, c'est un prétexte évidemment à brosser un très très large panorama des grandes problématiques de la physique d'aujourd'hui. Oui, lorsque on aborde des sujets
comme la théorie cosmologique, dont je viens de parler brièvement, les trous noirs et la gravitation quantique, on est évidemment amené à parler inévitablement des travaux de Stephen Hawking. Pourquoi? C'est parce qu'avec d'autres chercheurs qui sont quand même moins connus médiatiquement que lui, il a effectivement travaillé sur tous ces thèmes-là et y apporté quelques contributions remarquables, dont évidemment je vais vous parler, ce soir. Alors ces contributions de Stephen Hawking ont été d'autant plus mises en avant dans les médias qu'il a été effectivement, et qui reste, je crois d'ailleurs, auprès du grand public, le physicien le plus connu, qui a été carrément élevé au rang d'icône et de mythe vivant. Voilà. Donc, un an à peu près et demi après sa disparition, en mars 2018, si je me souviens bien, donc il m'a paru intéressant de faire un petit peu le point sur la nature de ces travaux, qui s'étalent tout de même sur une longue période de pratiquement 50 ans, parce que finalement, ça permet, au-delà du personnage lui-même, qui est tout à fait étonnant, bien sûr, ça permet de brosser un vaste panorama, assez complet d'ailleurs, des principales questions qui nous préoccupent aujourd'hui, et que soulèvent notamment les théories de la gravitation quantique, c'est-à-dire cette théorie qui essaie d'unifier la relativité générale d'Einstein et la physique quantique, et qui est considérée par beaucoup de physiciens théoriciens comme un petit peu le Graal de la physique du XXIe siècle. C'est dans ma poche, voilà. Alors je vais commencer d'abord par... ça marche plus. Ça marchait pour la présentation de Jean-Pierre, puis ça marche plus pour... Ah si, voilà. J'avais appuyé pas sur le bon bouton. Voilà. Alors, donc Stephen Hawking, il est né le 8 janvier 1942, et donc il nous a quittés le 14 mars 2018. Si je dis ça aussi, c'est parce qu'il avait beaucoup d'humour, donc il rappelait souvent, avec humour et malice, qu'il était né exactement 300 ans, jour pour jour, après la mort de Galilée, puisque Galilée était effectivement mort le 8 janvier 1642, et il ne se doutait probablement pas qu'il mourrait un 14 mars, qui est le jour anniversaire de la naissance d'Albert Einstein. Voilà. Alors bon, voilà l'une des innombrables photos qui sont prises. Alors ça le montre à la fin des années 1970 il était en compagnie de son épouse d'alors, Jane, et de deux de ses enfants que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Alors avant de parler vraiment des travaux de Stephen Hawking, je vais me permettre un petit peu quelques anecdotes plus personnelles, parce que je l'ai rencontré, et simplement pour dire que mon premier contact avec les travaux de Stephen Hawking remonte en 1975. J'étais pas encore vraiment chercheur, je faisais ce qu'on appelle un DEA, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, c'est aujourd'hui un Master 1, je crois que ça s'appelle, à l'université de Montpellier. Et je suivais les cours de cosmologie du professeur Andria, mais comme ça n'allait pas assez loin, je me souviens, venait juste de paraître en 1973 deux ouvrages fondamentaux qui ont été considérés, qui sont toujours considérés un petit peu comme la Bible de la relativité générale. Alors l'un, justement, avait pour co-auteur Stephen Hawking, c'est Large Scale Structure of Space-Time, qu'il avait coécrit avec George Ellis, notre remarquable cosmologiste, toujours en activité. Et puis l'autre livre, c'est le fameux Gravitation de Misner, Sorn et Wheeler. Alors ça illustre en fait deux écoles différentes pour aborder cette vaste question de qu'est-ce que c'est la relativité générale. En haut, vous avez l'école de Cambridge. Alors l'école de Cambridge, Cambridge en Angleterre, bien entendu, elle a été essentiellement dirigée par ce bonhomme-là que vous ne connaissez probablement pas, il s'appelle Denis Sciama. C'était pas un relativiste, c'était un astrophysicien, mais il était très actif et il a recruté énormément d'étudiants. Et donc il a recruté dans les années 70, ou plus exactement à la fin des années 60, pardon, il a recruté en thèse de doctorat Stephen Hawking, Brandon Carter, qui sera mon directeur de thèse quelques années plus tard, George Ellis. On les voit ici, donc Stephen Hawking évidemment, Brandon Carter, George Ellis, Martin Rees,
qui par la suite est devenu l'astronome royal. Et puis Roger Penrose, qui lui est à part, il n'a pas du tout été recruté par Denis Chama. Lui, il faisait son propre travail à Londres. Il a joué un rôle absolument fondamental, puisque, comme je vais bientôt le dire, c'est en fait sous la houlette de Roger Penrose que Hawking et Carter ont fait leurs premiers travaux. Tout simplement parce que Sherman était un astrophysicien, c'était pas un physicien relativiste. Et donc, finalement, parmi ces brillants élèves, le seul qui a suivi les voies de l'astrophysique, c'est Martin Rees. Les autres ont suivi des voies qui dépassaient les capacités, les connaissances de Denis Sherman en relativité générale. Et donc, finalement, c'est bien tombé. Il y avait Roger Penrose qui a pris, finalement, sous sa houlette, les jeunes, les ambitions de Stephen Hawking et de Brandon Carter. Et également de George Ellis. Voilà. Et puis en bas, vous avez l'école américaine qui s'est construite autour de cet extraordinaire personnage qui aurait mérité 50 fois le prix Nobel, qui ne l'a pas eu, qui s'appelle John Archibald Wheeler. Donc vous connaissez peut-être au moins ce nom-là. On lui doit beaucoup de termes de l'astrophysique relativiste, notamment le terme black hole, wormhole, trou de verre, trou noir, etc., etc. Voilà. Et donc, il a eu lui-même des étudiants extrêmement brillants. Bon, j'ai pas mis l'un d'entre eux puisqu'il n'a pas vraiment travaillé dans la cosmologie et la relativité, mais le plus connu d'entre eux, c'est Richard Feynman, prix Nobel de physique. Et puis, cet ouvrage-là, publié en 1973, a été coécrit avec Charles Misner, qui n'est pas très connu malheureusement, et puis ce personnage-là qui s'appelle Kip Thorne, et qui, vous le savez peut-être, a obtenu il y a quelques années le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les ondes gravitationnelles. Donc deux écoles prestigieuses, toutes deux anglo-saxonnes, l'une aux États-Unis, l'autre de l'autre côté de l'Atlantique, à une époque où en France on était extrêmement peu à travailler sur ces sujets-là. Et lorsque dans mon propre modeste parcours, je suis à l'université de Montpellier, faire cette petite année de DEA de cosmologie, à la fin de l'année, le professeur Andrea me dit Jean-Pierre, ne restez pas là, si vous voulez faire de la relativité, les grands travaux, etc. Ça tombe bien. À l'Observatoire de Paris, il y a Brandon Carter, de l'école de Cambridge, qui vient d'arriver, qui vient d'être recruté au CNRS pour diriger un petit groupe qui va s'appeler le groupe d'astrophysique relativiste. Voilà. Et donc ça a été une occasion pour moi, une aubaine extraordinaire, de quitter mon midi et d'arriver dans le groupe d'astrophysique et de travailler, commencer à travailler sous la direction de Brandon Carter. Une direction un petit peu particulière, puisqu'il m'avait donné un sujet de thèse absolument intraitable, qui n'est toujours pas d'ailleurs traité depuis 40 ans plus tard. Mais voilà, très bien. Et donc il m'a introduit un petit peu dans cette façon plutôt anglo-saxonne, effectivement, de voir, de considérer les applications dans la relativité générale à l'astrophysique. On en est là, voilà. Bien. Alors, nous sommes donc en 1976, et Brandon Carter me dit eh bien, ce serait pas mal que tu passes quelques mois à Cambridge, dans le laboratoire de Stephen Hawking. Enfin, non pas pour collaborer avec Stephen Hawking, mais simplement pour être dans le grand bain, de ce qui se faisait à l'époque. D'autant que il y avait un grand colloque international qui était prévu avec tous les grands relativistes, de l'époque qui allaient venir. Donc, pour un jeune débutant comme moi, c'était une occasion rêvée de rencontrer John Wheeler, Penrose, Chandrasekhar, Weinberg, Zeldovich, tous ces grands personnages. Donc j'avais obtenu une bourse du British Council et nous avons passé avec mon épouse à l'époque 4 mois. Et évidemment, j'étais ravi d'être dans le département, le fameux département que vous voyez là, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, le célèbre, pour nous en tout cas, DAMTP, où travaillait déjà Stephen Hawking. À l'époque, évidemment, Stephen Hawking n'avait pas encore publié son célèbre ouvrage, Une brève histoire du temps, donc il n'était connu que du monde
plutôt restreint des physiciens théoriciens. Il était connu parce que, comme on le verra plus tard, il avait déjà fait quelques propositions fondamentales, notamment l'évaporation quantique des trous noirs, etc. Voilà. Et je dois dire que c'est vrai, dans mes souvenirs personnels, j'étais impressionné le premier jour où j'assiste à un séminaire du labo. On le voit arriver sur son fauteuil roulant à l'époque, parce qu'il avait déjà à l'époque sa maladie. Donc, c'est toujours impressionnant, évidemment, de voir un personnage comme ça, cloué sur un fauteuil, là, mais qui participait quand même effectivement relativement activement à ces conférences parce qu'il n'avait pas encore eu sa trachéotomie, donc il pouvait encore s'exprimer par la parole, même si c'était extrêmement compliqué à comprendre ce qu'il disait. Voilà. Donc c'est là où j'ai effectivement eu l'occasion de côtoyer Stephen Hawking. De temps en temps, on déjeunait ensemble à la cantine, etc. Je voyais bien effectivement les difficultés considérables qu'il avait pour les moindres gestes les plus évidents de la vie quotidienne. Et il n'avait pas encore une armée d'infirmières autour de lui, parce que je vous dis, il n'a pas encore publié son bouquin, donc il avait juste son petit salaire de chercheur, donc il ne pouvait pas s'offrir tout ça. Mais bon, et puis donc il y a eu ce colloque. Donc bon, il y a quelques anecdotes. Moi, je me souviens une fois, donc il y avait un séminaire qui se passait dans l'un des collèges de Cambridge. Il fallait y aller en voiture. Et Stephen demande, moi j'avais la voiture à l'époque, j'avais une voiture, et Stephen demande est-ce que je peux l'amener en voiture? Évidemment, là, je le prends dans mes bras. Il devait peser 40 kilos, donc c'était quand même assez voilà pour le mettre dans ma voiture. Voilà. Une autre anecdote également. C'est donc à la fin de ce colloque, comme toujours dans les colloques, il y avait un dîner, un cocktail dînatoire rassemblant tous les chercheurs et les participants au colloque. Moi, j'avais été évidemment juste un modeste spectateur, étudiant qui écoutait les grands personnages parler. Et ça se passait donc dans l'un des collèges de Cambridge. Alors, vous savez, ici, j'ai mis un petit plan de Cambridge. Vous avez donc tous les grands collèges, King's College, etc., etc. Et tous les collèges, finalement, on peut communiquer, on peut passer d'un collège à l'autre sans être obligé de prendre sa voiture, d'emprunter les routes, parce qu'il y a des jardins intérieurs, des pelouses, et on peut passer comme ça d'un collège à l'autre. Voilà. Et donc je me rends à cette soirée. Comme d'habitude, j'arrive à l'avance, donc il n'y avait personne. Et donc j'attends. Et puis finalement, je vois arriver par la pelouse, par une des pelouses, comme ça, je vois arriver Stephen. Avec son fauteuil, etc., puisqu'il avait son fauteuil déjà qu'il pouvait manipuler. Puis je le vois s'arrêter en haut d'une certaine déclivité. Une pente de la pelouse, voilà. Et puis je vois commencer à s'agiter, faire des signes, etc. Donc je regarde autour de moi s'il y avait quelqu'un qui pouvait aider, parce que j'avais déjà constaté qu'à cette époque, il était déjà très difficile de communiquer avec Stephen si on n'était pas un proche. Parce qu'il parlait, mais avec une voix tellement déformée que, bon, pour un Français comme ça, on comprenait rien ce qu'il disait. Bon, enfin bref, on le voyait en personne. 1976. 1976. Ah oui, je ne suis pas tout jeune, hein. Je raconte des histoires du temps passé. Voilà. Et donc, je me dirige vers lui, et voilà, je lui dis, Stephen, où est-ce que tu veux aller? Donc, il me marmonne, des choses que je ne comprends rien du tout. Donc, je comprends quand même qu'il veut aller, effectivement, sur le lieu de la réception. Et je prends le fauteuil, je commence à le pousser, le fauteuil, et il bloque, il commence à s'énerver, à dire des choses. Il bloque le fauteuil, il bloque les roues, il pouvait contrôler les roues. Alors j'étais extrêmement embarrassé parce qu'il me disait, je ne comprenais rien. Heureusement, finalement, il y a quelqu'un qui est venu me sauver, qui était un des proches de Stephen Hawking, un de ses collègues de travail, et qui vient, et qui lui demande ce qu'il veut. Il voulait tout simplement éviter, j'aurais pu y penser avant, effectivement, ce n'était pas très malin, il voulait éviter de prendre la ligne de plus grande pente parce qu'il avait peur de basculer du fauteuil. C'était tout simple. Il fallait contourner ça. Bon, voilà un petit peu le genre de choses, de petites anecdotes. Bon, alors par la suite, après ce séjour, j'ai rencontré plusieurs fois Stephen, notamment lorsqu'il venait en France, de temps en temps, donner des séminaires à l'Observatoire de Paris. Ça c'est l'image d'un colloque, donc en 1986, voilà, qui était à l'Observatoire de Paris. Et en 1988, alors le statut médiatique de Stephen Hawking va totalement changer du jour au lendemain, enfin quasiment du jour au lendemain, avec la publication de son célèbre ouvrage Une brève histoire du temps, qui a été le plus grand best-seller de l'histoire des sciences, puisqu'il a vendu ça à des millions d'exemplaires. Voilà.
Alors justement, encore une anecdote personnelle, s'il vous plaît, mais qui est assez symptomatique du statut médiatique qui a complètement changé du jour au lendemain. Donc il publie ce livre en 1988. Je me souviens, c'est fin 1988, juste après la publication de ce livre, je me rends, comme les chercheurs le font, à un colloque international qui est au Japon, à Tokyo. Voilà. Et j'y vais avec un de mes amis astrophysiciens, vous connaissez peut-être son nom, il s'appelle Jean Audouze. On était très copains à l'époque, etc. Voilà. Donc après le colloque, donc ce n'était pas un colloque particulièrement autour des travaux de Stephen Hawking, c'était plutôt un colloque d'astrophysique, etc. Bon, le soir, quand il n'y a pas de cocktail, ce genre de choses, on va en ville, on cherche des petits restos sympas, etc. Et donc avec mon ami Jean Audouze, on se cherche un petit restaurant japonais typique. Vous savez, le restaurant où on fait ce qu'on appelle les yakitori. Vous savez ce que c'est, les yakitori, hein? C'est les petites brochettes, là, sur une petite brochette. Vous mettez là, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du poisson, vous pouvez mettre des légumes, enfin, des tas de choses comme ça. Donc, il y a tout un choix. Donc, c'est marrant, on va essayer ce petit restaurant de yakitori. Donc, on rentre là-dedans, c'est un tout petit resto. On regarde le menu, entièrement tout en japonais, il n'y a aucune traduction anglaise, etc. Donc, comment on va faire pour choisir comme ça? Et on repère dans la salle 2 personnes qui sont visiblement des anglo-saxons, parce qu'ils parlent en anglais. Voilà. Alors, donc, on a dit, peut-être qu'ils vont pouvoir nous aider. Donc, on s'approche d'eux, on dit, bonjour, est-ce que vous pouvez nous aider? On parle en anglais, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous aider à choisir dans le menu, etc. Donc, ils nous regardent un petit peu de haut, on les dérangeait visiblement, etc. Alors, par propos politesse, ils nous demandent qu'est-ce que vous faites comme ça, qu'est-ce que vous faites au Japon? Nous, on est des professeurs d'anglais ici, on connaît très bien le japonais, effectivement. Bon, très bien. Alors, on dit, on est astrophysicien, en fait, on est en colloque de Tokyo. Alors, tout de suite, vous êtes astrophysicien? Oui. Et puis, finalement, il a dit, mais est-ce que vous avez entendu parler de Stephen Hawking? Non seulement entendu parler, mais c'est un collègue, on l'a côtoyé, on a travaillé un peu dans son labo avec lui, comme ça. Et alors là, l'attitude a changé du tout au tout. Vous connaissez Stephen Hawking? Je dis, oui, non, mais c'est un dieu vivant. Nous avons lu son livre, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et à partir de là, non seulement ils ont traduit tout le menu, mais ils nous ont payé l'édition. Donc ça montre un petit peu, effectivement, ce statut médiatique. Voilà. Alors un autre souvenir personnel, j'arrêterai là, avec les souvenirs personnels quasiment. En 1992, son livre est traduit en français, en fait. Et puis la fameuse émission de Bernard Pivot de l'époque, il fait faire un reportage sur Stephen Hawking, donc un documentariste qui va à Cambridge, qui filme Stephen Hawking dans son bureau, et ils me font venir pour parler de Stephen Hawking et pour parler incidemment de mon propre bouquin sur les trous noirs, l'édition de poche qui paraît également en 1992, etc. Donc j'ai eu l'occasion effectivement de parler dans cette émission-là. Et aussi, une petite anecdote amusante, c'est qu'à un certain moment de l'émission, le documentariste était allé dans la bibliothèque de Stephen Hawking et il avait filmé la bibliothèque. Et puis évidemment, dans la bibliothèque, il y avait mon bouquin sur les trous noirs, qui est ici, là, le bouquin que j'avais publié en 1987. Voilà, c'est normal, je lui avais envoyé, on s'échange nos bouquins. Il fallait voir la tête de Bernard Pivot. Comment vous avez un livre dans ma bibliothèque, Stephen Hawking? Enfin, ce genre de choses. Bon, enfin bref. Bon, alors évidemment, après, la santé, malheureusement, de Stephen Hawking, d'abord, c'est extraordinaire. Vous savez qu'il souffrait de cette terrible maladie qu'on appelle aujourd'hui la maladie de Charcot, où normalement, on ne donne que quelques années maximum à vivre. Il a vécu 50 ans avec. Donc c'est une sorte de miracle incompréhensible, effectivement, de cette maladie. Et donc c'était au point où après il a perdu l'usage de quasiment toute chose à part de son réseau de neurones, et donc après il était équipé grâce au succès de ses livres sur lesquels il a beaucoup joué, justement parce que ça lui a permis effectivement d'avoir tout un staff qui s'occupait de lui et d'avoir après tous les fauteuils automatiques et des systèmes extraordinairement sophistiqués pour arriver à continuer à communiquer, puisque après pendant quelques temps il pouvait bouger plus que seulement un doigt. Donc pour communiquer avec lui et pour faire ses conférences, c'était un peu compliqué parce qu'il avait une sorte de clavier où juste avec le doigt, il sélectionnait
lettre après lettre pour former les mots. Donc c'était un petit peu compliqué, parce que pour former une phrase, ça prenait 5 minutes, si on lui posait une question, bon, voilà. Et puis après, les systèmes se sont améliorés, les grandes sociétés se sont intéressées à ça, parce que ça leur faisait aussi de la publicité, parce que Stephen Hawking devenait de plus en plus médiatique. Donc il y a eu des systèmes très sophistiqués, par exemple, des systèmes qui captaient son œil et son regard, et grâce effectivement à son regard, il pouvait effectivement communiquer. Puis comme il avait perdu la voix à la suite d'une trachéotomie, il avait un système de synthèse vocale dont il était très content, parce que c'était un système qui avait, paraît-il, l'accent texan. Et donc, voilà, il s'amusait beaucoup de cet accent texan. Voilà. Et la dernière fois que j'ai rencontré Stephen, c'était en 2007, lors d'un colloque grand public à Ajaccio, où il m'avait fait l'honneur d'assister jusqu'au bout à la longue conférence du soir que j'avais donnée sur mes modèles d'univers chiffonnés. Bon, ça c'était un petit peu, voilà, une introduction sur le personnage. Maintenant, bon, plus intéressant, on va vraiment parler donc des travaux de Stephen Hawking, qui tournent essentiellement autour d'une question, qui est plutôt une question philosophique sur le temps. Est-ce que le temps est éternel ou pas? Alors on peut y voir aussi une certaine... pourquoi cette fascination pour le sujet du temps? Ben, c'est son temps à lui aussi. On peut y voir, enfin, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar, mais il avait un temps de vie qu'il savait limiter. Il n'a jamais su combien de temps il survivrait à sa maladie. Il ne se doutait certainement pas au début, puisque son médecin, quand cette maladie est apparue, lorsqu'il avait à peine 26-27 ans, ne lui donnait que quelques années à vivre. Il ne se doutait pas. Et donc là, ce rapport au temps, s'interroger sur le temps, y a-t-il des fins du temps, ce genre de choses. Voilà. Alors en fait, il a utilisé, pour traiter cette vieille question, qui risque pas d'être résolue de sitôt, mais donc en approcher certains aspects, il a utilisé tout l'arsenal de la physique théorique contemporaine, à savoir la relativité générale, la mécanique quantique, et la problématique mariage des deux, que l'on appelle donc des théories de gravitation quantique. Et il a concentré en fait sa stratégie sur deux domaines clés dépendant de ça, les trous noirs et la cosmologie, que je vais développer. Donc là, je vous ai mis en rappel voilà, la relativité générale qui se passe dans un certain cadre géométrique particulier, c'est-à-dire des espaces-temps courbes, on appelle ça donc des variétés riemanniennes, où finalement la présence de matière et d'énergie influe sur le cadre même, sur la structure même de l'espace et du temps. C'est comme ça qu'on explique les phénomènes de gravitation. Et vous avez donc de façon simplifiée, compactifiée, les équations d'Einstein. Et puis vous avez d'autre côté la physique quantique, la mécanique quantique, avec plusieurs pères fondateurs. Hein. Bon, voilà. Ici, j'ai mis l'équation de Schrödinger. Bien, voilà. Et il y a aussi une théorie qui marche extraordinairement bien et qui explique les interactions, les propriétés des particules élémentaires, les interactions fondamentales, et ainsi de suite. Normalement, ces théories, en général, on ne les mélange pas, parce que la relativité générale, la gravitation, c'est plutôt description de l'univers à grande échelle, la physique quantique, c'est plutôt la description de l'univers à petite échelle. Et il y a relativement peu de situations où on a besoin de mettre les deux. En tout cas, dans la vie de tous les jours, on n'en a pas besoin. Voilà. Mais précisément, comme on va le voir, dès qu'on s'intéresse à des objets, des phénomènes plus extrêmes, comme par exemple l'effondrement gravitationnel, et qu'est-ce qui va se passer au fond d'un trou noir, ou à l'inverse, qu'est-ce qui s'est passé au début de l'expansion de l'univers avec le fameux Big Bang, eh bien, on a à la fois du gravitationnel et du quantique. Donc on se dit pour résoudre certaines des questions fondamentales, il faut essayer de marier les deux théories. Donc, c'est donc ces théories dites de gravitation quantique. Bien. Alors maintenant, on va reprendre chronologiquement voilà, le fil des travaux de Stephen Hawking. Alors voilà, ces premiers travaux concernent l'occurrence de ce qu'on appelle des singularités. Les singularités, ce sont des infinis qui apparaissent dans les théories. Alors, en gravitation, une singularité, vous avez par exemple l'effondrement gravitationnel d'un trou noir. Si vous extrapolez, poursuivez les équations, une fois que le trou noir est formé, au centre du trou noir, vous avez un infini qui apparaît, un infini de courbure. Tout devient infini, la courbure devient infinie, la température, la pression, si vous mettez des paramètres physiques, etc. Les physiciens détestent évidemment les singularités, parce que vous ne pouvez plus faire de physique avec des singularités. Et donc, une question qui se posait à l'époque, on savait que ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel,
qui va produire un trou noir, avec au centre une singularité. À l'époque, on était capable, on ne pouvait pas faire de grosses simulations numériques. Et donc les seules solutions que l'on connaissait, solutions analytiques, ça concernait les fondements gravitationnels sphériques, avec donc beaucoup de symétrie, conduisant ce qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild. Ce n'est pas un trou noir en rotation. Et dans cette solution-là, mais déjà analytiquement, on n'a pas besoin de faire des simulations numériques, il y a une singularité au centre, R égale 0. Donc, voilà. Question que l'on se pose. Il n'y a pas que les Britanniques et les Anglo-Saxons qui se le posent, les Russes aussi se posent cette question-là. Est-ce que finalement cette singularité, dont on ne veut pas vraiment, est-ce qu'elle ne serait pas liée simplement aux symétries que l'on a imposées, à l'énorme simplification que l'on a supposée, parce qu'on a pris un trou noir sphérique. Mais après, dans la nature, on sait très bien qu'en principe, les trous noirs, ils doivent avoir un moment angulaire, c'est-à-dire ils doivent être en rotation. Est-ce qu'un trou noir qui tourne, est-ce qu'il va avoir une singularité au centre? Comme à l'époque, on est incapable de calculer numériquement des effondrements gravitationnels et des configurations plus compliquées, il y a cette question qui se pose là. Et là, il y a un résultat majeur qui est obtenu par Roger Penrose. Roger Penrose, en 1965, il publie un article qui montre que dans des conditions générales, les plus générales, compatibles avec la relativité donc générale, on n'a plus besoin de symétrie, même sans symétrie, et l'occurrence des singularités est absolument inévitable dans un trou noir, lors de l'effondrement gravitationnel. C'est un résultat tout de même extrêmement important, un premier théorème sur les singularités qui disent qu'il y a une fin du temps au fond des trous noirs. Une fin du temps, c'est-à-dire que les lignes d'univers, comme on les appelle, suivies par les particules, etc., même les photons, etc., tout ça, ça converge au centre du trou noir et s'écrase et se termine à la singularité qui marque donc la fin de l'histoire de toute chose. Bien, alors comme je vous l'ai dit, Denis Schaman n'était pas capable de donner un sujet trop théorique à Stephen Hawking et donc il lui conseille, il le fait très bien, d'aller voir Roger Penrose, qui à l'époque, lui, travaillait non pas à Cambridge, mais à Londres. Et donc, le jeune Hawking, qui n'a pas encore tout à fait sa maladie, qui n'est pas encore handicapé, mais commence à avoir quelques difficultés, il fait ses voyages réguliers, en compagnie de Brandon Carter d'ailleurs, pour aller voir Roger Penrose, etc. Et c'est Penrose qui, en fait, servir un petit peu de guide au jeune Stephen Hawking. Et alors, le premier travail de Stephen Hawking, c'est de dire, maintenant, prenons le problème de la cosmologie. Vous voyez, ce que je me suis amusé à faire, là, c'est juste retourner le diagramme à l'envers, renversement du temps. Parce que d'une certaine façon, on peut se dire que la singularité du passé, quand vous extrapolez les équations, les modèles de Big Bang, le fameux modèle de Friedman et de Lemaitre, qui sont aussi très symétriques, avec plein de symétries également, vous les extrapolez dans le passé, il y a une singularité initiale. Est-ce que quelque part, ça ressemble, vous inversez le temps, ça ressemble à la singularité finale du trou noir? De la même façon qu'il y aurait une fin du temps dans les trous noirs, il y aurait un début du temps avec les trous noirs, avec le Big Bang et les modèles de la cosmologie. Donc, ce qu'on a appelé donc, les théorèmes sur les singularités, sur une série de travaux, c'est donc démontrer que donc, sous deux hypothèses finalement extrêmement générales, qui ne concernent pas les symétries particulières que l'on impose pour arriver à trouver des solutions, la formation de singularité est inéluctable en relativité générale. Et ces conditions extrêmement générales, je ne me souviens plus si j'aurai le temps de vous en parler, c'est en fait des conditions sur la nature de l'énergie gravitationnelle ou autre, qui est dans l'univers, et une condition qu'on appelle la positivité de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie doit être positive. Ça doit vous sembler évident, parce que c'est vrai, toutes les formes d'énergie normales que l'on connaît aujourd'hui, sont positives, mais j'aurai peut-être le temps de vous parler de formes d'énergie qu'on a découvertes plus récemment, en tout cas sur le plan théorique, qui n'obéissent plus à ce critère. En tout cas, ça veut dire que donc, moyennant ces hypothèses apparemment physiquement raisonnables, les singularités sont inévitables en relativité générale. Ce qui finalement était puissant, mais commençait à embarrasser quand même les physiciens. Ça veut dire qu'on a eu une super théorie qui prédisait des absurdités. Parce que les singularités sont des absurdités pour les physiciens. Voilà. Alors, moi, au sortir de mon séjour de Cambridge, j'ai fait ma thèse, effectivement, sur les singularités en cosmologie, avant de travailler sur les trous noirs. Voilà.
essayer de voir si c'était vraiment quelque chose de générique. Alors, comme vous savez que j'aime beaucoup remettre en valeur l'œuvre extraordinaire de Georges Lemaître, je dois quand même mentionner que ces fameux théorèmes sur les singularités que l'on attribue assez à juste titre à Penrose et Hawking, ils avaient été déjà anticipés par Georges Lemaître dans un article publié en français, une fois de plus, dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles en 1933. Georges Lemaître, alors évidemment avec des techniques mathématiques moins sophistiquées que celles utilisées par l'école de Cambridge, avait déjà montré qu'il y avait une occurrence inévitable des singularités en relativité générale, et notamment dans les modèles de Big Bang. Et ça c'est très bien, parce que je suis en train de vous parler de la relativité générale standard, c'est-à-dire classique. Qu'est-ce que ça veut dire classique? Ça veut dire qu'elle n'est pas quantique. Et donc c'est aussi l'époque où on commence à réfléchir au mariage possible entre la relativité générale et la physique quantique. Et on se dit, mais si on met maintenant, bon ok, les symétries, c'est pas ça qui explique les singularités. Mais en revanche, si on met des effets quantiques, est-ce qu'on n'arriverait pas à éliminer les singularités? On avait un bon exemple, plusieurs exemples historiques, mais l'exemple que l'on cite communément, c'est tout début du XXe siècle, on commence à élaborer des modèles de l'atome. En 1911, vous avez un grand physicien qui s'appelle Rutherford qui propose un premier modèle de l'atome. L'atome, on commence à comprendre que l'atome est composé d'un noyau et puis des électrons qui sont autour. Et puis il y a un premier modèle qui s'appelle le modèle planétaire. Rutherford propose un modèle d'atome qui est un système planétaire en miniature, comme si le noyau était un petit soleil, et les électrons, des petites planètes qui tournaient autour, évidemment avec la loi de la gravitation, qui est plus tout à fait, avec les lois, pardon, qui ne sont pas les lois de la gravitation, mais les lois de l'électromagnétisme. Voilà. Et ben, le problème, c'est que si vous faites tourner une charge électrique, elle rayonne, elle perd de l'énergie, et elle va s'effondrer sur le noyau. Et on calculait l'instabilité du modèle planétaire de Rutherford en un 100 milliardième de seconde. C'est-à-dire, l'atome de Rutherford ne pouvait pas vivre plus d'un 100 milliardième de seconde, et la matière donc n'existerait donc pas. Comment on a résolu? Le premier qui a résolu le dilemme, c'est en 1913, c'était Niels Bohr, qui après sera l'un des fondateurs de la physique quantique. Il a eu l'idée de dire, ben en fait, les électrons ne tournent pas du tout autour du noyau comme les planètes autour du Soleil, il faut quantifier les orbites, c'est-à-dire imaginer qu'il y a des niveaux d'énergie qui ne sont pas continus, mais discrétisés et discontinus. Voilà. Et je prends cet exemple simplement pour dire comment une introduction, une quantification de quelque chose va éviter la singularité, parce qu'évidemment, si les électrons plongent sur le noyau en 100 milliardième de seconde, ça fait une singularité, un infini. Voilà. Donc on se dit pareil pour la cosmologie. Voilà. Donc ça, si on a ça pour le modèle du Big Bang classique, en extrapolant, on a le Big Bang au sens strict du terme, une singularité. Si on introduit des corrections quantiques, est-ce qu'on supprime peut-être la singularité et commencer même à envisager un avant le Big Bang? Voilà. Alors ça, c'est des questions à l'époque que l'on commençait à se poser, mais on n'avait pas vraiment les outils. Voilà. Alors justement, c'est dans cette ligne-là où Stephen Hawking commence effectivement à se dire il faudrait faire intervenir, il faudrait commencer à mettre des effets quantiques dans la cosmologie, et on échappera peut-être au fameux théorème sur les singularités de la relativité générale classique. Et donc il s'intéresse à ce qu'on appelle la cosmologie quantique. Alors la cosmologie quantique, c'est une tentative d'élaborer des modèles d'univers dans leur ensemble, mais qui fonctionneraient selon les lois de la physique quantique. Et les pères fondateurs de ça, c'est John Wheeler, dont j'ai déjà parlé, et puis l'un de ses collègues s'appelle Bryce DeWitt. Et en 1967, il propose une équation magnifique, qu'on appelle l'équation de Wheeler-DeWitt. Bon, pas la peine de regarder les détails si vous n'aimez pas les maths, mais en fait, c'est une sorte de transposition gravitationnelle de la fameuse équation de Schrödinger en physique quantique, qui décrit l'évolution de ce qu'on appelle la fonction d'onde. Bon, un système quantique, il est décrit par une fonction d'onde. Vous écrivez une équation qui va décrire l'évolution de la... Et donc, ils inventent une fonction d'onde de l'univers voilà, en se disant, eh bien, on va décrire l'évolution de l'univers, sa géométrie, son histoire, etc., avec les principes de la physique quantique dans ce cadre de Wheeler-DeWitt. Alors, techniquement, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, pour arriver à faire ce genre de choses, il faut se placer dans un espace de dimension infinie qui s'appelle
s'appelle le superespace. Voilà. Et puis il faut sélectionner après des trajectoires particulières qu'on appelle des intégrales de chemin, des path integrals en anglais. Alors je ne serai pas trop technique, hein, mais quand même, bon, sur ce sujet-là, je suis obligé quand même de donner un petit peu d'informations. Alors par exemple, voilà, la belle idée... qui finalement ne fonctionnera pas, hein, mais c'est intéressant parce que ça a déclenché des quantités de travaux qui ont été utilisés ailleurs. Donc la belle idée, c'est de dire, par exemple, voilà, dans une toute petite partie de ce superespace-là, il y a des courbes comme ça, dans laquelle chaque point décrit une géométrie tridimensionnelle, c'est-à-dire la forme de l'espace à un moment donné, et puis ce point-là va évoluer, va avoir une histoire, une ligne d'univers dans le superespace, et toute l'histoire de l'univers, elle est racontée par cette trajectoire dans le superespace. Alors par exemple, cette ligne-là, ce serait un modèle qui commence dans un Big Bang, et puis que se termine ici dans un Big Crunch. C'est un modèle d'univers en expansion-contraction. Voilà. Donc, voilà. Et avec l'idée aussi que finalement, pour aller d'une évolution de l'univers à une autre, selon les lois de la physique quantique, il n'y a plus un seul chemin. Il y a une multitude de chemins, chacun ayant une certaine amplitude de probabilité. Bon, j'espère ne pas vous noyer dans des choses trop compliquées, mais voilà, c'est un petit peu l'idée de base de la cosmologie quantique. Donc, Stephen Hawking s'intéresse évidemment à cette approche assez révolutionnaire. Et alors, les équations de Wheeler-DeWitt sont absolument intraitables dans le cas le plus général. Donc, il faut faire des simplifications, comme souvent en physique théorique, des simplifications sauvages, c'est-à-dire imposer des symétries, des simplifications, etc., pour commencer à arriver à trouver des solutions approchées. Voilà. Donc, c'est ce que fait Stephen Hawking en 1983, en collaborant avec un brillant physicien américain qui s'appelle Jim Hartle. Et en 1983, donc, il propose un modèle qui va faire beaucoup parler de lui, qui s'appelle l'univers sans bord. Un modèle d'univers sans bord, c'est une solution très particulière, extrêmement simplifiée des équations de Wheeler-DeWitt, mais qui, pour Stephen Hawking, présente l'avantage extraordinaire de supprimer la singularité. C'est ce qu'il voulait. Il voulait éliminer la singularité en mettant de la physique quantique dedans. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit diagramme qui illustre finalement, par rapport au schéma précédent que j'avais montré, par exemple celui-là, hein, voilà, eh bien, vous voyez qu'on va lisser la singularité. Ah, je ne vais pas dans le bon sens, pardon. Voilà. Qu'on va lisser la singularité, qu'on va l'adoucir, vous voyez ici, c'est adouci. Alors ça se fait tout de même, donc c'est très bien d'éliminer la singularité, mais ça se fait au prix d'une petite astuce mathématique qui vaut ce qu'elle vaut. C'est qu'à un certain moment, en s'approchant de la supposée singularité qui va disparaître, en fait, le temps cosmologique que l'on peut définir, hein, ça, il devient un nombre imaginaire, il devient décrit par un nombre purement imaginaire, voilà, imaginaire au sens mathématique du terme, hein, les nombres imaginaires. Alors du coup, effectivement, c'est une astuce qui permet effectivement voilà, de lisser les choses, et ainsi de suite. Donc on a pas mal parlé de ce modèle, voilà, de ce modèle d'univers sans bord. Ça veut dire un univers sans bord temporel, hein, parce que vous savez peut-être que moi j'ai travaillé bien plus tard sur des univers sans bord spatial, les fameux modèles, fameux, ils sont pas si fameux que ça, enfin les modèles d'univers chiffonnés, voilà, spatialement finis mais sans bord. Mais là il s'agit du bord temporel que l'on veut éliminer, donc c'est un univers sans bord temporel. Et Hawking aimait bien dire à l'époque, pour expliquer un petit peu ce qui se passait, en fait la singularité c'est une fausse singularité, c'est un problème juste de coordonnées, c'est comme si vous disiez que le pôle nord terrestre c'est une singularité, mais en fait vous passez le pôle nord, il ne se passe rien de spécial, il suffit juste de choisir un bon système de coordonnées, voilà, ce genre de choses. Voilà. Alors, ça ne marchera pas, c'est une bonne suggestion qui a fait travailler effectivement beaucoup de physiciens, mais ça ne marchera pas, et pourtant, ça c'est bien un petit peu le reflet aussi de l'esprit de Stephen, il considérera quasiment jusqu'au bout que c'était sa plus importante contribution, même plus importante que ce dont je parlerai plus tard, c'est-à-dire l'évaporation quantique des trous noirs. Au point que, alors là j'ai pris quelques-unes de ces citations qui peuvent nous surprendre, voilà. Donc il a dit, par exemple, mon hypothèse donc, du temps imaginaire représente un bond intellectuel du même ordre que de croire à la rotondité de la Terre. Donc, parfois, il n'était pas très modeste, Stephen Hawking. Hein, voilà. Il faut dire, bon. Elle a des implications profondes quant au rôle de Dieu dans les affaires de l'univers.
Voilà. Parce que pour lui, c'était bon, il jouait un petit peu évidemment avec la croyance du public, toujours mêlé science et religion, ce genre de choses. Qu'est-ce qui a créé l'univers? S'il y a une singularité, c'est peut-être Dieu. Donc en éliminant la singularité, vous éliminez Dieu, mais que vous continuez à en parler, comme ça fait vendre des bouquins. Voilà. Et puis alors carrément, comme il n'aimait pas forcément la contradiction et que son modèle, il a été évidemment mis en défaut, etc., il a fini par dire tous ceux qui sont dubitatifs ne l'ont techniquement pas comprise. Bon, ok, voilà. Ça, c'est pour la cosmologie quantique. Bien. Alors, il y a plein de choses à vous dire, donc je vais un petit peu accélérer. Ici, je vous montre, on en vient maintenant, on en revient à la relativité générale, classique pour l'instant. Hein. Donc, je vous rappelle les équations d'Einstein sous forme très compactifiée, qui relient en fait le degré de courbure, toutes les composantes et les propriétés de courbure de l'espace et du temps à la distribution et au mouvement de la matière et de l'énergie, en mettant en équivalence deux objets géométriques complexes qu'on appelle des tenseurs. En ce moment-là, l'un qui rassemble toutes les informations sur la géométrie locale et l'autre toutes les informations sur la distribution de matière et d'énergie. Alors bon, on présente souvent de façon un peu métaphorique cette idée de courbure de l'espace-temps par un tissu bidimensionnel qui est plus ou moins déformé par les corps massifs. Donc je reprends cette image-là. Donc ici vous avez donc en fait les solutions des équations des équations d'Einstein nous donne ce qu'on appelle des métriques d'espace-temps, qui exprimait ça. Ça, ce machin qui vous paraît compliqué, c'est juste une généralisation du théorème de Pythagore. Hein, voilà. Vous prenez l'espace plan, une feuille de papier, la table, etc. Vous décrivez les relations métriques entre les points et vous pouvez dire que vous avez le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. Voilà. Vous passez à l'espace-temps, vous généralisez le théorème de Pythagore et comme il y a des phénomènes de courbure et de potentiel gravitationnel, vous avez une généralisation du théorème de Pythagore, mais ça veut dire que les solutions des équations d'Einstein vous donnent toutes les propriétés métriques locales de l'espace-temps. Donc, alors maintenant, vous calculez des solutions, celles que vous pouvez calculer en faisant quelques simplifications. Alors lorsque vous avez par exemple un système gravitationnel à faible gravité, ce qui est par exemple le cas du système solaire, eh bien vous avez fait des effets relativistes relativement faibles dans le système solaire, donc faible courbure. Après, on sait qu'il existe des astres compacts comme les naines blanches, les étoiles à neutrons, les pulsars, c'est-à-dire des étoiles à forte gravité. Vous avez donc effectivement un champ gravitationnel plus important et vous commencez à avoir des effets relativistes que vous ne pouvez plus négliger. Et puis surtout, et c'est ça qui est fascinant, vous avez des systèmes à très très forte gravité. Et c'est ça qui va vous conduire inéluctablement comme conséquence incontournable de la relativité générale standard à l'idée donc de puits gravitationnel. Et là, vous voyez effectivement cette configuration, au lieu d'avoir juste une petite déformation, ici vous avez un puits qui est creusé. Et c'est ça qu'on va appeler le trou noir, l'intérieur du puits. Trou noir parce que les particules et les rayons lumineux qui franchissent le bord du puits ne peuvent pas en ressortir. Donc c'est un piège à matière et à lumière. Et le bord du puits, c'est la surface du trou noir, dont le bord du puits, on l'appelle horizon des événements. Ici, il y a deux dimensions, c'est un cercle, mais évidemment, dans l'espace-temps, par exemple, c'est une sphère, si on a un trou noir sphérique statique. Une sphère immatérielle, le bord du puits est immatériel. Vous pouvez rentrer, il n'y a aucune résistance, mais vous êtes attiré gravitationnellement. Une fois que vous avez franchi ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle horizon des événements, parce que pour tout observateur extérieur, tous les événements qui sont dans le puits gravitationnel, c'est-à-dire dans le trou noir, sont cachés derrière un horizon qui est la surface du trou noir. Bien. Alors, dans les années 1960, c'est un petit peu l'âge d'or de la relativité générale, une sorte de regain d'intérêt extraordinaire pour la relativité, qui, je le répète, avait été proposée par Einstein dès 1915, mais qui avait attendu assez longtemps pour avoir vraiment des confirmations expérimentales et ainsi de suite. Donc il y a un regain d'activité extraordinaire autour de la relativité et en particulier des trous noirs. Alors il y a une conjecture qui a été émise dans les années 1960 concernant qu'est-ce qui se passe lorsqu'un trou noir se forme. Cette conjecture s'appelle
a été baptisé par John Wheeler no hair, c'est-à-dire pas de chevelure. On l'appelle parfois le théorème de calvitie. Ça veut dire, en fait, un trou noir n'a pas de chevelure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'un trou noir se forme, l'essentiel de l'information que l'on peut avoir sur la matière qui constitue le trou noir est perdu, est avalé par le trou noir. Les cheveux, si vous voulez. Voilà. Et donc, une fois que le trou noir est formé, il ne reste plus qu'un nombre extraordinairement réduit d'informations. Essentiellement trois. Trois paramètres qui vont caractériser entièrement la physique du trou noir et de l'espace-temps qu'il y a autour. La masse, évidemment. Le moment angulaire, si ça tourne, lié à la rotation. Et éventuellement une charge électrique globale. Voilà. Donc le trou noir qui n'a qu'une masse, qui ne tourne pas, qui n'a pas de charge, ça s'appelle le trou noir de Schwarzschild, décrit donc par une géométrie particulièrement simple. Le trou noir qui a une charge électrique et une masse, mais qui ne tourne pas, s'appelle le trou noir de Rechner et Nordström. Et en fait, le trou noir qui tourne s'appelle le trou noir de Kerr. Alors ça va poser plein de questions. Première question, est-ce qu'on peut vraiment prouver cette conjecture? Ça a été un travail absolument considérable qui a mobilisé voilà, les meilleurs théoriciens de l'époque, dont mon ancien directeur de thèse, Brandon Carter, pour démontrer que dans la plupart des cas, on pouvait prouver la conjecture. C'est-à-dire, ça s'appelle donc le théorème d'unicité. Le théorème d'unicité, ça veut dire qu'il n'y a pas 36 trous noirs différents, il y en a essentiellement 2. Alors vous pouvez penser qu'il y en a 3, mais en fait, dans les situations astrophysiques normales, un trou noir ne peut pas être chargé électriquement. Donc on va se cantonner simplement aux trous noirs qui ont une masse, évidemment, et puis qui tournent, c'est-à-dire un moment angulaire, c'est-à-dire c'est le trou noir de Kerr. Et ce théorème d'unicité nous dit finalement que la configuration unique, l'état stable final unique de l'effondrement gravitationnel d'une étoile en rotation pour former un trou noir, c'est décrit par la solution de Kerr, qui ne dépend que de 2 paramètres seulement. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce théorème-là, parce que si vous voulez décrire n'importe quel objet physique, le décrire totalement, prenez un morceau de sucre par exemple, mais si vous voulez le décrire totalement, vous avez besoin de milliards de paramètres. Et pourtant, un morceau de sucre, ben déjà, il a une couleur, il a une forme, et puis il a une composition atomique, moléculaire, bref, des milliards de paramètres. Voilà. Le trou noir, paradoxalement, c'est l'objet le plus simple de la nature, puisqu'il est entièrement décrit par 2 paramètres. Voilà. Donc, théorème très, très important. Et donc, Hawking a participé à l'un des aspects de la démonstration du théorème d'unicité. Et ça va déboucher sur un énorme problème, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Ça veut dire qu'il y a une gigantesque perte d'informations. Les cheveux qui ont disparu, ils sont dans le trou noir. Est-ce qu'on va pouvoir les récupérer? Bon, à l'époque, c'est trop tôt pour aborder ce problème-là. Alors, je reprends le fil chronologique. Après, Stephen Hawking s'intéresse à une catégorie de trous noirs un peu particuliers qu'on va appeler les trous noirs primordiaux. Alors là encore, ce n'est pas lui qui a eu la première idée, parce qu'évidemment, on ne prête qu'aux riches. Donc on attribue toujours aussi au même... voilà. Donc on attribue les trous noirs primordiaux à Stephen Hawking, mais en fait, c'est l'école russe, Zeldovich et Novikov, qui avait proposé dans les années 60 qu'en fait, on aurait pu former des trous noirs au tout début de l'histoire de l'univers, juste après le Big Bang, alors non pas par l'effondrement gravitationnel des étoiles, des trous noirs astrophysiques ordinaires, mais simplement parce que, vous savez, l'univers très primordial, c'était un plasma extrêmement chaud, extrêmement dense, agité de fluctuations, il y a des fluctuations de densité, et on se dit qu'il y avait une dépression gigantesque qui régnait, aurait pu pousser certaines de ces inhomogénéités de l'extérieur pour les faire s'effondrer en trou noir. Donc ce n'est pas l'autogravitation de Grumont qui forme un trou noir, c'est la pression extérieure. Voilà. Et donc on appelle ça des trous noirs primordiaux, puisqu'ils se seraient formés au tout début de l'histoire de l'univers, avant par exemple, dans les premières secondes, très, très tôt. Alors donc Hawking en 1971 reprend ces histoires-là et décrit donc la formation, l'existence possible de ces trous noirs primordiaux. Alors, avec toute une gamme de masses, c'est-à-dire on peut associer une échelle de temps propice à la formation de trous noirs primordiaux de telle ou telle masse. Alors, pour exemple, les trous noirs primordiaux les moins massifs,
qui vont jouer après un rôle fondamental, qu'on appelle donc les mini-trous noirs, parce qu'ils sont absolument microscopiques, vous voyez des masses très très faibles, ils se formeraient au bout de quelques fractions de millionième de seconde, et puis si vous attendez un petit peu, au bout de quelques secondes, vous arrivez à former des trous noirs primordiaux relativement massifs, jusqu'à 1 million de fois la masse du Soleil. Voilà. Bon. Alors ces deux types de trous noirs vont jouer des rôles par la suite que Hawking ne soupçonnait probablement pas à l'époque, de rôles très différents. On va voir avec les mini-trous noirs, ça va conduire à des calculs sur l'évaporation quantique de ces mini-trous noirs. Et puis sur les trous noirs primordiaux massifs, on les a oubliés pendant longtemps. Moi je me souviens, je trouvais ça intéressant, j'en avais parlé dans mon bouquin sur les trous noirs de 1987. Mais bon, il a fallu attendre plus de temps pour s'apercevoir que les observations astronomiques relativement récentes nous montrent que les très très jeunes galaxies, c'est-à-dire formées très très tôt dans l'histoire de l'univers, à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, semblent abriter en leur centre des trous noirs supermassifs géants. Question, comment c'est possible de former un trou noir supermassif, plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, aussi rapidement? Si vous partez d'un germe stellaire initial, normal, les premières étoiles se forment au bout de 500 millions d'années, elles vont former éventuellement des trous noirs stellaires de 100 fois la masse du Soleil. Pour les faire grossir à 1 milliard, il vous faut du temps. Voilà. Et vous ne disposez pas de ce temps. Donc est en train de ressortir aujourd'hui l'idée que peut-être, et c'est un truc fondamental qui pourrait expliquer, qu'est-ce qui se passe dans les quasars? Pourquoi il y a des trous noirs supermassifs dans les quasars? Qu'est-ce qui pourrait expliquer une formation des galaxies aussi rapide? Que peut-être il y a une toute première génération de trous noirs primordiaux massifs cette fois-ci, et pas seulement les microscopiques, qui ont servi de germes pour former ultérieurement et assez rapidement les galaxies. Bon, bref. Je viens maintenant au développement, parmi les développements les plus importants, ce qu'on appelle la thermodynamique des trous noirs. Donc ça, c'est des travaux faits évidemment pas seulement par Stephen Hawking, avec beaucoup de collaborations avec Carter et d'autres, etc. Alors c'est quoi la thermodynamique des trous noirs? C'est de commencer à calculer les lois d'évolution des trous noirs. Le trou noir lui-même, une fois qu'il est formé, après il va éventuellement interagir avec son milieu extérieur. Il peut interagir avec un autre trou noir, il peut interagir avec la matière, du gaz qui tombe dedans, une étoile qui tourne autour, tout un ensemble de choses. Donc finalement, ça ressemble à un système thermodynamique qui va échanger de l'information, qui va échanger de l'énergie, etc. Et il y a un physicien grec un petit peu oublié qui s'appelle Christodoulou, qui en 1970 découvre une propriété bizarre. Il dit que la surface d'un trou noir, c'est-à-dire l'air de l'horizon des événements, ne peut que grandir au cours du temps, ne peut qu'augmenter au cours du temps. Et indépendamment, Stephen Hawking, effectivement, découvre la même chose. Il le publie notamment dans son livre de 1973 dont j'ai parlé. Bon, si vous connaissez un petit peu la physique et surtout la thermodynamique, ça vous rappelle furieusement une quantité thermodynamique qu'on appelle l'entropie, avec la seconde loi de la thermodynamique qui nous dit que l'entropie d'un système thermodynamique ne peut qu'augmenter au cours du temps. Et on se dit, tiens, il y a une analogie étrange entre l'horizon des événements, la surface, l'air que l'on peut mesurer, et puis l'entropie. Voilà. Bon. Alors on commence à parler des lois de la thermodynamique des trous noirs, juste avec l'analogie, que l'on considère à l'époque que juste comme une analogie. Alors je vous ai mis ici un diagramme un peu simpliste d'espace-temps. Vous avez ici un trou noir, le temps va vers le haut, donc vous voyez qu'à mesure qu'il évolue, sa surface augmente. Ou là, par exemple ici, c'est un diagramme qui montre, alors c'est pas une molaire, on n'est pas chez le dentiste, c'est en fait deux trous noirs qui vont fusionner pour former un trou noir unique, et toutes ces lois continuent à nous dire que l'aire du trou noir fils est supérieur à l'aire des deux trous noirs parents. Bien. Voilà. Alors après, dans les années 60, au début des années 70, alors moi, je n'ai pas encore commencé à faire mes travaux, j'étais encore étudiant à l'époque, voilà. Mais donc se développent généralement donc, les quatre lois de la dynamique des trous noirs, et qui sont présentées lors d'une
une conférence très importante voilà, qui se passe à l'école d'été des Ouches en 1972, notamment par Bardeen, Carter, Hawking, etc., et qui montre vraiment une analogie profonde entre la dynamique de l'évolution des trous noirs et les 4 lois de la thermodynamique, pas seulement la seconde, mais les autres. Donc ça veut dire que donc, ce que l'on considère juste comme une pure analogie, on a donc l'entropie d'un trou noir, qui est donc lié à l'air, puisque ça ne peut qu'augmenter, et puis un petit calcul analogique qui nous dit qu'il suffit de diviser par 4 l'air pour avoir l'entropie. Ok, d'accord. Je vous rappelle que l'entropie, ça mesure la désorganisation d'un système, hein, la perte d'information. Et puis, si on a un système thermodynamique, il doit y avoir aussi une température. Et la température, toujours par analogie, pure analogie, elle semble juste liée à la gravité qui règne à la surface d'un trou noir. À la surface d'un trou noir, hein, vous avez l'équivalent de la pesanteur terrestre, sauf qu'évidemment, elle est gigantesque. Hein, c'est pas 9,81 mètres par seconde carré, c'est beaucoup plus. Mais bon, là, et donc, apparemment, c'est lié à une température. Et moi, donc, pour tous ces brillants physiciens, ce n'est qu'une analogie gratuite. Pas de pertinence physique. Voilà. Et puis il y a un physicien qui travaille sous la houlette de John Wheeler, de l'autre côté, toujours on en vient avec l'école de Princeton cette fois-ci, qui dit mais attendez, c'est plus que l'analogie. Il doit réellement y avoir une véritable entropie, un trou noir. Et si le trou noir a une entropie, il a aussi une température. Et s'il a une température, il doit rayonner. Scandale! Ça va complètement en l'encontre de l'image classique du trou noir. Un trou noir ne rayonne pas. Voilà. Et donc, controverse avec Hawking. Et Hawking va se dire, je vais montrer que Bekenstein se trompe. Et pour ça, je vais faire un calcul. Je vais prendre un trou noir, je vais mettre des effets quantiques. Alors, à l'époque, on n'a pas de théorie de gravitation quantique, on n'en a toujours pas, mais enfin, même si on a un petit peu avancé. Donc tout ce qu'on peut faire à l'époque, c'est un calcul un petit peu bâtard, où on prend un trou noir classique, et puis on l'entoure, on le met dans un espace-temps quantique. Voilà. Voilà. Donc on a un trou noir classique, avec son horizon, etc. Et puis on décrit l'espace-temps vide autour, selon les lois de la physique quantique. Voilà, on appelle ça l'océan de Fermi-Dirac. Le vide quantique, en fait, décrit par une agitation perpétuelle de couples de particules et d'antiparticules qui se créent spontanément, qui s'annihilent aussitôt, etc. Bon, donc le vide quantique livré à lui-même, il est parfaitement symétrique. Le résultat de toutes ces créations, annihilations de particules et d'antiparticules crée juste un niveau d'énergie fondamental qui n'est pas nul, c'est fondamental, ça s'appelle l'énergie de vide quantique. Voilà. Mais maintenant, si vous introduisez un champ de gravité dedans, vous allez polariser, vous allez briser la symétrie du vide, alors vous mettez un micro-trou noir. Vous brisez la symétrie. Et donc, Hawking fait le calcul, persuadé qu'il va démontrer que Bekenstein a tort. Et à sa grande surprise, il va montrer que Bekenstein a raison. Pourquoi? Parce que son calcul lui dit que quand on fait le bilan global de tous ces phénomènes-là, le bilan global, c'est de l'énergie qui sort du trou noir. Et donc le trou noir va rétrécir. Et non pas, au contraire, grossir et augmenter comme le trou noir classique. Hein, voilà. Et donc, il va démontrer que donc, dans un célèbre article de 1974, que les trous noirs rayonnent, ils s'évaporent, évaporation quantique. Voilà, qu'on appellera sous forme d'un rayonnement particulier, qu'on appelle un rayonnement de corps noir. C'est un petit peu le rayonnement idéal d'un four, par exemple, hein, pour une bonne approximation, le rayonnement des étoiles également, et donc auquel on peut associer une température. Voilà. Et cette température, elle est bien liée à la gravité de surface du trou noir, donc à sa masse, puisque toutes les quantités physiques d'un trou noir ne dépendent que de 2 paramètres, la masse et le moment angulaire. Voilà. Et donc voilà, la première formule, la température d'un trou noir, elle est donnée par cette formule-là, en unité de la masse solaire, elle est inversement proportionnelle au trou noir. Alors vous voyez, hein, un trou noir normal, je veux dire stellaire, hein, de masse stellaire, vous avez une température totalement négligeable. Hein, un 10 millionième de degré Kelvin, c'est rien du tout. Mais en revanche, c'est inversement proportionnel. Si vous prenez un trou noir minuscule, un micro-trou noir, avec une masse toute petite, la température elle va monter.
Et pourquoi le trou noir va s'évaporer? Parce que vous prenez par exemple un micro-trou noir avec une masse à peine de 10 puissance 10 grammes, la masse d'un astéroïde, etc. C'est vraiment des micro-trous noirs, parce qu'un trou noir qui a la masse d'un astéroïde, il est aussi petit qu'un proton, par exemple. Voilà. Mais si vous calculez cette température par cette formule, vous trouvez 10 puissance 9 degrés, 1 milliard de degrés. Un système qui a 1 milliard de degrés, ça en émet de l'énergie, hein. Donc, évaporation quantique. Voilà. Et puis, corrélativement, du coup, le trou noir, il a bel et bien une entropie, et une entropie qui est gigantesque, puisque l'entropie mesure le désordre du système, c'est-à-dire la quantité d'informations qui est perdue pour tout observateur extérieur. Oui, parce que l'information, elle est piégée dans le trou noir. Et donc, voilà la formule de l'entropie d'un trou noir. Pour un trou noir stellaire, vous voyez que c'est une quantité absolument gigantesque qui mesure, je répète, toutes ces informations qui ont disparu. Les cheveux, vous comptez les cheveux qui ont disparu, hein, voilà. Alors, après, on peut calculer le temps d'évaporation de ces micro-trous noirs, puisqu'ils s'évaporent. Alors voilà ce que donnent les calculs de l'époque, hein. Enfin, ça n'a pas changé d'ailleurs, voilà. Le temps d'évaporation, bon, regardez cette formule-là, c'est pas peine de regarder, mais simplement ça veut dire, j'ai mis des unités de façon à vous dire que simplement, pour avoir un temps d'évaporation de l'ordre de l'âge de l'univers, qui est à peu près 10 milliards d'années, donc c'est pour ça que j'ai mis 10 puissance 10 ans, c'est-à-dire éventuellement pour qu'on puisse les observer aujourd'hui, parce que ces micro-trous noirs se seraient formés au Big Bang, il faut que le trou noir en question ne soit pas plus massif que 10 puissance 15 grammes. 10 puissance 15 grammes, c'est 1000 milliards de tonnes, c'est la masse d'un petit astéroïde de 10 km, si vous voulez. Hein. Donc ça veut dire que ces micro-trous noirs formés au Big Bang, ils seraient en train de s'évaporer aujourd'hui. Bien, voilà. Donc, on prédit l'évaporation des mini-trous noirs primordiaux. C'est peut-être la seule prédiction de Stephen Hawking qui aurait éventuellement pu lui valoir un prix Nobel de physique, parce que vous savez que les prix Nobel de physique ne sont accordés essentiellement qu'à des résultats expérimentaux, et parfois il les donnait à des théoriciens dont les prédictions ont fini par être vérifiées lorsqu'ils sont encore vivants. Voilà. Et donc, il y avait cette prédiction de Stephen Hawking que l'évaporation de micro-trous noirs primordial se traduirait par l'émission de flash gamma, rayonnement gamma, des paires électrons-positrons, etc., etc. On les a cherchés, on n'a pas trouvé. Donc, il y a des contraintes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des contraintes expérimentales très fortes, où il y a peut-être des mini-trous noirs dans l'espace, mais il y en a extraordinairement peu. Voilà. Donc pour ceux qui craignent qu'un micro-trou noir puisse débouler sans prévenir dans notre système solaire pour le détruire, rassurez-vous, il n'y a aucun risque. Alors, on va revenir maintenant à des problèmes un peu plus fondamentaux, mais toujours liés justement à ces micro-trous noirs qui s'évaporent et à cette entropie, c'est-à-dire cette information perdue. Voilà. Donc puisque ce n'est pas une analogie, on va essayer de calculer vraiment l'entropie d'un trou noir, c'est-à-dire toute l'information qui est piégée dans un trou noir et qui est perdue dans le milieu extérieur. Bon, pour ça, il faut aller plus loin que la relativité générale, il faut utiliser des théories ou des amorces de théories de gravitation quantique, notamment la fameuse théorie des cordes. Il y a un résultat assez intéressant qui a été démontré en 1991 par Strominger et Waffa, qui a réussi à trouver, dans l'entropie, si vous voulez, c'est décrit en termes dans la mécanique statistique de Boltzmann, pour ceux qui connaissent, etc. Vous calculez le nombre de micro-états internes d'un système, tout un ensemble de choses, c'est-à-dire toutes les configurations cachées qui vous échappent si vous êtes à l'extérieur du système. Et donc, ils arrivent à démontrer, dans le cas un petit peu simple, un trou noir un peu particulier, etc., que, effectivement, ils arrivent à retrouver, par un calcul de mécanique statistique assez compliqué, la fameuse formule analogique entre l'entropie d'un trou noir et l'aire du trou noir divisé par 4. Alors l'astuce est assez jolie d'ailleurs, puis ça va conduire un peu plus loin à ce qu'on appelle le principe holographique, c'est que dire qu'en fait l'information elle est essentiellement codée non pas dans le volume, mais sur la surface. Et on va diviser la surface du trou noir, c'est-à-dire l'horizon des événements, en unités de surface extrêmement petites qu'on appelle des aires de Planck. Alors une aire de Planck, c'est aussi petit que 10 puissance moins 66 cm². Et ce calcul-là, quand on calcule maintenant les informations, qui se met en termes de bits d'information, un 0 ou un 1, c'est 2 bits d'information, on calcule qu'il faut 4 aires de Planck pour avoir un bit d'information. Et c'est de là que découle la formule. Entropie égale l'air divisé par 4.
Hein, voilà. Et pourquoi elle est gigantesque? Parce que l'aire de Planck, elle est absolument infinitésimale, et donc même un trou noir stellaire, sa surface en unité de Planck, elle est absolument gigantesque, et donc vous avez une entropie gigantesque. Alors, la vraie formule, la formule complète, elle fait évidemment intervenir, c'est une formule magnifique. Pourquoi? Donc, on l'appelle aujourd'hui la formule de Bekenstein-Hawking. Elle fait intervenir les constantes fondamentales de la physique. Là, j'ai mis A sur 4, mais j'ai omis de dire qu'interviennent en fait les constantes fondamentales de la physique. C'est ça qui est admirable, ça veut dire que c'est au cœur de toute la problématique si on veut unifier toutes les lois de la physique. Vous avez quoi? Vous avez la vitesse de la lumière, vous avez la constante de gravité, vous avez la constante de Planck, caractéristique de la physique quantique, et vous avez la constante de Boltzmann, caractéristique de la mécanique statistique, et puis vous avez donc A sur 4. Donc voilà, donc quand on met toutes ces constantes égales à 1, pour simplifier, on a A sur 4, mais la vraie formule est là. Et cette formule est tellement magnifique que Stephen Hawking avait demandé que sur sa tombe, on graverait cette formule. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, sur sa tombe-là à Cambridge, c'est pas tout à fait la formule de l'entropie qui a été mise, mais c'est la formule de la température. On retrouve malgré tout les autres constantes fondamentales. Voilà, donc cette histoire de Stephen Hawking. Alors, ça soulève ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Parce qu'en fait, le rayonnement Hawking, un rayonnement dit de corps noir, restitue de l'information. Le trou noir s'évapore. Ça veut dire qu'il y a des informations qui vont être récupérées. Question, est-ce que tout est récupéré ou pas? Pendant des années, Stephen Hawking dit il y a une partie irrémédiablement perdue de l'information qui ne sera jamais récupérée. Voilà. Parce que l'information qui est dans le rayonnement de corps noir est une information dégradée. Il n'y a pas tout. On perd quelque chose. Et le problème, c'est que c'est... Donc voilà, perte irréversible d'informations. Le problème, donc, c'est que ça, c'est incompatible avec l'une des lois fondamentales de la théorie quantique des champs, qui s'appelle l'unitarité, et qui nous dit qu'un système quantique conserve son information. Début de polémique, qui illustre une fois de plus l'incompatibilité entre la relativité générale classique et la théorie quantique des champs. Voilà. Et donc vous avez de l'autre côté des physiciens issus de la physique quantique qui commencent à s'intéresser au trou noir et à la relativité générale et qui disent non, il y a un truc qui ne va pas là, l'information devrait être entièrement récupérée. Voilà. Donc voilà, ce conflit entre la relativité générale classique et la mécanique quantique va durer pendant des années, va donner lieu à des quantités de discussions et de controverses. L'une qui est particulièrement intéressante, c'est une hypothèse qui a été faite, toujours par ces théoriciens qui travaillent sur l'une des approches possibles de la gravité quantique, qu'on appelle la théorie des cordes, qui est l'hypothèse holographique. Voilà. Alors, c'est trop compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment, sur le fait que l'information liée au trou noir, qu'elle part scotchée sur son horizon des événements et non pas dans le volume. Donc elle est sur la surface et pas sur le volume. Ça rappelle les principes de l'hologramme, hein, vous savez, où en fait on a l'illusion d'un objet tridimensionnel, alors qu'en fait l'information est codée à 2 dimensions seulement, puis après on fait des jeux de lumière qui donnent cette illusion, d'où cette idée donc d'hypothèse holographique qui s'appliquerait au trou noir, à l'univers tout entier, etc. Et Hawking, qui était quand même capable, et ça on lui doit ça, de changer d'avis, de reconnaître qu'il s'était trompé, il se rallie à l'hypothèse, effectivement, holographique en 2015, et il va après passer, il commence à se rallier en 2005 à l'idée qu'il s'était trompé en disant que de l'information était irrémédiablement perdue. Voilà. Et donc il va travailler après beaucoup pour essayer de résoudre le paradoxe de l'information. Et alors puisqu'on est dans l'actualité, il y a un article posthume qui est paru, parce que jusqu'au bout, Hawking a prétendu qu'il était capable de résoudre le paradoxe de l'information, là où tout le monde s'était cassé les dents. Et donc en 2018, il y a deux de ses collaborateurs qui ont publié un article après la mort de Hawking, mais co-signé par Hawking, c'est un article posthume, où ils font une tentative en fait de résoudre le paradoxe de l'information sans passer par les très incertaines théories
de la gravitation quantique qui sont encore en construction. Et bon, je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, parce que c'est un truc un peu compliqué, mais ça serait lié en fait à de l'information qui serait transportée par les ondes gravitationnelles qui évacuent une partie de l'information au moment de la formation d'un trou noir, et on pourrait éventuellement retrouver ces informations perdues que Hawking croyait perdues dans la structure des ondes gravitationnelles. Ça va? Ça va encore? Vous tenez la route là? Ça bon. Alors je voudrais un autre travail assez fascinant qui s'appelle le problème de la causalité. Alors la causalité, c'est quoi? C'est le rapport de cause à effet, c'est-à-dire qu'un événement succède à un autre événement uniquement si l'événement antérieur a pu avoir une influence sur l'événement qui suit, une influence causale, c'est-à-dire que la cause doit précéder l'effet. Voilà. Donc la causalité joue un rôle extrêmement important dans la compréhension de la structure de l'espace-temps. Alors, dans ce qu'on appelle la structure causale de l'espace-temps, alors c'est pas très compliqué en relativité restreinte. Quand vous n'avez pas la gravité, ça veut dire quoi? Qu'il me reste 10 minutes? C'est ça? D'accord, ok. Voilà, donc je vais accélérer. Donc, dans l'espace-temps plat sans gravitation, la causalité est juste liée à l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière. Voilà, donc les choses restent causales, les lignes d'univers circulent contraintes par ce qu'on appelle le décompte de lumière, et vous violez la causalité si vous dépassez la vitesse de la lumière. Donc on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière en relativité restreinte, etc. Bon, voilà. Bien. Dès que vous rajoutez la gravitation, c'est un peu plus intéressant. Parce que la gravitation influe sur la lumière et la gravitation déforme et distord les cônes de lumière. Donc un espace-temps courbe avec de la gravitation, mais vous pouvez avoir toujours les cônes de lumière qui vont basculer. Et même si vous continuez à respecter la loi qui semble absolue, vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est-à-dire vous ne pouvez pas naviguer en dehors des cônes de lumière. Comme les cônes de lumière basculent, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir ce genre de choses. Vous voyez? Une courbe temporelle fermée. Alors c'est absolument permis, et simplement les cônes de lumière ont tellement basculé que, hop, vous faites une boucle temporelle fermée. Et ça implique quoi? Le voyage dans le passé. Et le voyage dans le passé, ça viole la causalité. Et ce sont des solutions qui existent de la relativité générale. Et notamment, une de ces solutions avait été proposée par le génial mathématicien Kurt Gödel, le fameux logicien qui a démontré le théorème d'incomplétude. C'était un collègue d'Einstein à l'université de Princeton. En 1949, il élabore un modèle d'univers en rotation qui contient des courbes temporelles fermées. Le but de Gödel, Gödel avait une psychologie très particulière, il s'interrogeait également sur le temps, tout comme plus tard Stephen Hawking, mais lui, il voulait éliminer le temps. Il trouvait que ce n'était pas une variable pertinente. Pour éliminer le temps, il trouve une solution des équations de la relativité, une solution dans laquelle il y a une absurdité, puisqu'il y a des courbes temporelles fermées, et donc on viole la causalité. Donc c'est une absurdité, donc ça veut dire que le temps n'a pas de réalité physique. Bon, voilà. Alors, ces sujets-là se sont beaucoup développés, alors notamment avec la structure des trous noirs en rotation, qui est beaucoup plus compliquée que les trous noirs qui ne sont pas en rotation. Il y a une singularité au centre qui n'est plus ponctuelle, donc j'avais une singularité en forme d'anneau. Donc, j'ai plus le temps, puisqu'il me reste plus que quelques minutes, pour vous dire que ces structures-là, dans l'idéalisation mathématique, pourrait permettre, à travers ce qu'on appelle des trous de verre, de faire effectivement des voyages temporels, y compris des voyages dans le passé, à travers ce genre de diagramme. Si vous prenez un de mes bouquins qui s'appelle Le destin de l'univers, tout ça c'est expliqué. Et puis, donc, toujours pour explorer ces possibilités de violation de la causalité, l'hypothèse de trous de verre traversables, c'est-à-dire donc ces structures engendrées par des trous noirs et qui permettraient de connecter des régions de l'univers, de l'espace et du temps apparemment extrêmement lointaines, et offrir des raccourcis. Et donc Kip Thorne, avec des collaborateurs, propose justement des trous de verre éventuellement traversables, des objets théoriques, mais qui obéissent quand même à des lois possibles de la relativité. Et là encore, un petit peu comme Hawking l'avait fait pour les singularités, qui étaient très gênantes, il va émettre une conjecture qui n'a jamais été démontré non plus, qu'il appelle la conjecture de protection chronologique. C'est-à-dire, il ne peut pas admettre qu'il puisse y avoir des violations de la causalité, parce qu'il considère que c'est une absurdité physique. Et donc, il dit, il doit y avoir, c'est un papier qui est publié en 92, il doit y avoir des lois de la physique encore inconnues qui empêchent
l'existence de ces structures-là qui empêchent les courbes temporelles fermées. Voilà, cette conjecture protection chronologique ne sera jamais démontrée. Bon, j'ai écrit des papiers un peu compliqués là-dessus. C'est-à-dire, on trouve des contre-exemples, dont la question reste ouverte. Bon, alors, 5 minutes pour finir. Les théories de gravitation quantique sont évidemment liées à ce projet un peu fou de physiciens de faire l'unification des interactions fondamentales. Aujourd'hui, à basse énergie, on a 4 interactions qui sont décrites chacune par des théories qui fonctionnent très bien. L'idée, c'est qu'en montant en énergie, on a une unification progressive de ces interactions fondamentales. Jusqu'à présent, la première unification a bel et bien été testée expérimentalement dans les expériences du CERN. On appelle ça le modèle standard de la physique des particules. Maintenant, pour aller plus loin dans l'unification, il faut aller au-delà du modèle standard de la physique des particules, et là, c'est le bazar le plus complet. Au-delà du modèle standard, dans une première étape, on a ce qu'on appelle des théories de supersymétrie, et puis en allant encore plus profondément, éventuellement les théories de gravitation quantique qui résumeraient qui unifieraient l'ensemble de tout ça. Alors on en arrive sur la préoccupation majeure des physiciens théoriciens d'aujourd'hui, les théories de gravitation quantique. Voilà. Donc grosso modo, il y a 2 pistes. Bon, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus, donc je suis un peu focalisé sur ces trucs-là. Grosso modo, il y a 2 grandes pistes qui sont suivies. La première serait une piste qui suit plutôt la théorie quantique des champs, c'est-à-dire on va tout décrire, y compris la gravitation, par des champs de force, comme l'électromagnétisme, comme les interactions. Donc ça a donné lieu à la théorie des cordes. Avec la supersymétrie, ça a devenu la théorie des supercordes, et puis la théorie des brans, etc. L'autre approche, que personnellement je trouve plus économique et plus élégante, ça s'appelle la gravité quantique à boucle, où c'est au contraire plutôt la philosophie d'Einstein, c'est-à-dire on va au contraire réduire tous les champs de la géométrie. De la même façon que la gravité, c'est de la géométrie, en relativité générale, le reste, ça doit être de la géométrie. Bon, évidemment, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là, je vais simplement rappeler que dans la théorie des cordes, c'est celle qui a été plutôt privilégiée par Stephen Hawking, qui ne s'est jamais intéressé à l'autre, à l'alternative de la théorie quantique à boucle. Donc, ça fait intervenir des choses compliquées, notamment des modes vibratoires d'objets infinitésimaux, qui décriraient les particules élémentaires en termes de petits bouts d'espace vibrants. Donc, il n'y a que des cordes ouvertes ou des cordes fermées. Voilà. Et donc Hawking s'est enthousiasmé. Alors il ne travaillait pas directement, hein, il n'avait pas les outils pour travailler directement techniquement sur la théorie des cordes, mais il a adopté. Alors parmi ses déclarations, il y a le physicien que vous voyez là c'est un physicien qui s'appelle Edward Witten. Il a développé la théorie des cordes et fait la proposition, pour moi un petit peu fanfaronne, d'une théorie de tout. Qui expliquerait tout. Voilà. Et Hawking s'est absolument enthousiasmé pour ça, et il est tellement enthousiasmé pour cette théorie-là qu'il a déclaré la théorie M, celle qu'Einstein avait cherchée en vain, et dans quelques décennies, l'homme connaîtra la pensée de Dieu. Bon, voilà. Bon. Je pense que, en toute modestie, la créativité scientifique de Stephen Hawking a un petit peu baissé, c'est normal hein, chez nous tous, mais je crois que ça a aussi baissé à partir du moment où il a eu ce succès médiatique étonnant, et les éditeurs n'ont cessé de lui demander d'écrire des livres. Donc là, vous voyez un éventail de quelques-uns des ouvrages publiés par Stephen Hawking, de plus ou moins de vulgarisation, y compris des films qui ont été faits sur lui, des films de fiction avec des acteurs qui jouent son rôle, et ainsi de suite. Donc un succès médiatique, comme je le dis, ont transformé Stephen Hawking en un véritable mythe vivant. Je finirai avec des choses un petit peu amusantes. C'est que Stephen Hawking, il adorait faire des paris avec des collègues, des paris scientifiques. Voilà. Et donc, c'est marrant parce qu'il les a tous perdus. Voilà. Alors, par exemple, il avait parié contre Gibson que, par exemple, ce qu'on appelle la source X binaire sinus Dixon, dans laquelle on pensait qu'il y avait un premier candidat trou noir, prouvé qu'il y avait un trou noir là-dedans. Il avait parié que ce n'était pas un trou noir. Bon, alors aujourd'hui, on n'a pas la certitude que c'est un trou noir, mais il y a quand même un énorme faisceau d'observations qui montre que c'est très, très, très probablement un trou noir. Hein, voilà, donc premier pari perdu. Après, il avait déclaré en 1979, quand il s'est enthousiasmé, comme je l'ai dit, pour cette théorie de tout, qu'une théorie particulière, qui s'appelle la théorie de supergravité n égale 8, c'était la théorie de tout qui marquait la fin de la physique, une absurdité totale, évidemment. Après, il a dit que la conjecture, je n'ai pas eu le temps d'en parler, que la conjecture de censure cosmique de Penrose était correcte.
correcte. La conjecture de censure cosmique nous dit que toutes les singularités, s'il y en a, elles sont cachées derrière des horizons des événements, comme ça elles ne peuvent pas venir nous perturber. Voilà. Donc c'est une conjecture, et il avait parié qu'elle était correcte, et en fait la conjecture n'est pas correcte, c'est-à-dire on a trouvé des contre-exemples. Après, il a dit en 97 que, ça j'en ai parlé, que l'information devait être irrémédiablement perdue lors de l'évaporation d'un trou noir. Donc après, il a reconnu, donc il a perdu le pari, et ça, il l'a reconnu. En 2008, il a un peu agacé X, parce qu'il a dit que le boson de Higgs ne serait jamais découvert au CERN. Ça avait un petit peu énervé voilà, X. Voilà. Et puis pour finir, alors évidemment, voilà, vous avez une icône médiatique et après, on vous demande votre avis sur tout et n'importe quoi, en dehors de votre champ d'expertise. Et donc évidemment, bon, il n'a pas résisté, c'est normal, hein, à s'exprimer un petit peu sur tout. Alors par exemple, en 2011, à la question « Y a-t-il un grand architecte de l'univers ?» C'est toujours la vieille question, « est Dieu dans tout ça ?» etc. Et il dit la théorie M permet de se passer de Dieu. Bon, c'est une réponse un petit peu rapide, c'est un peu plus compliqué que ça, si vous voulez. Hein. Voilà. En 2011, il déclare que la philosophie est morte, ça veut dire que tous les philosophes, alors c'est vrai que c'est malheureusement le cas de beaucoup de philosophes, surtout les petits philosophes à la française, là, qui connaissent rien à la science, mais enfin il y a d'autres philosophes quand même dans le monde qui connaissent un petit peu la science et l'évolution de la physique et qui adaptent les options philosophiques à tout ça. Bon, Hawking disait tout ça c'est pipeau, ils ne comprennent rien, les seuls bons philosophes c'est nous, les physiciens. Bon, c'est un petit peu exagéré aussi. Après, en 2014, il a déclaré que l'intelligence artificielle mettra fin à la race humaine. Je ne dis pas qu'il a complètement tort, on se pose la question, hein, c'est le problème de la singularité technologique, etc. Bon, personnellement, je n'y crois pas parce que pour moi, l'intelligence humaine ne se réduit pas à un algorithme, à une série d'algorithmes, qu'effectivement, si c'était que ça, l'intelligence artificielle finirait par dépasser toutes les capacités calculatoires de tous les cerveaux humains, mais je pense qu'il y a autre chose dans l'intelligence humaine que des algorithmes. Voilà. Plus intéressant, en 2015, il soutient le programme de recherche de vie extraterrestre, parce qu'il a bien conscience que ça va mal sur Terre, il a raison, et qu'un jour, il faudra aller chercher ailleurs pour survivre, et que donc, il prédisait, il devenait un peu pessimiste à la fin, l'homme ne survivra pas plus de 1000 ans sur Terre, et donc il faut développer le voyage dans l'espace, et il va donner sa caution à des projets de milliardaires russes, etc., qui vont financer des études à long terme sur les moyens de construire d'immenses vaisseaux spatiaux qui nous permettraient un jour d'aller dans les étoiles. Voilà. Bon, j'ai parlé un petit peu longtemps. Si vous voulez un petit peu approfondir, il y a quelques-uns de mes ouvrages, sur mes 30 ouvrages, il y en a qui parlent plus spécifiquement des sujets dont j'ai parlé, vous les avez en haut. Il y a le tout dernier aussi, évidemment. Puis vous avez également mon blog, notamment, j'ai pas mal développé justement les travaux de Stephen Hawking dans une série de billets de blog. Je vous remercie de m'avoir écouté avec patience. Merci Jean-Pierre. Je suppose que vous avez des questions. Alors je vais faire passer le micro. Attendez, je vais déjà mettre un peu de lumière. Alors on va remettre la lumière. Voilà. Que la lumière soit. Moi j'ai une question avant de vous faire passer le micro. Beaucoup de personnes disent que Stephen Hawking c'est le nouvel Einstein. Qu'est-ce que tu en penses ? Pas d'injure. Ça a été répandu par les médias. Après, les personnes prennent pour argent comptant ce que les médias racontent. Hein. Voilà. Donc, c'était un esprit brillant. Comme je l'ai dit au début, il a été beaucoup plus médiatisé qu'un grand nombre de ses contemporains de physiciens théoriciens qui ont eu aussi des idées extrêmement brillantes. Et comme je le répète aussi, Stephen Hawking jouait un petit peu dans ce registre-là, Nouvel Einstein, Nouveau Galilée, Nouveau Newton, puisqu'il occupait la chaire de Newton à l'Université de Cambridge, etc. Donc tout ça ne pouvait que contribuer à augmenter sa notoriété. Mais avec humour, il avait le recul, il savait très bien que tout ça c'était un petit peu exagéré. Voilà. Donc, non, il n'a pas émis de théorie aussi fondamentale qu'évidemment la relativité générale d'Einstein. Voilà. En revanche, il a ouvert beaucoup de voies, des réflexions à partir de ces théories. Il a su poser finalement des questions, il a su mettre le doigt sur certains problèmes
problème de singularité, l'évaporation quantique et tout ça. Il n'a pas apporté en général de solutions vraiment claires et nettes sur ces problèmes-là, mais ça a fait travailler des dizaines et des centaines de physiciens. Et c'est ça qu'il faut retenir dans la recherche scientifique. Question. Oui, merci beaucoup. J'ai compris plein de choses sur Hawking, alors qu'en lisant ses livres, je comprenais moins bien. Merci donc pour vos explications très claires. Dans votre exposé, on manie le temps, on manie l'espace, comme si jamais on savait réellement ce que c'est. Par exemple, vous, quand vous parlez d'espace, vous dites non, c'est pas une force, donc un espèce de ressort entre deux masses. Vous dites non, c'est pas franchement des déformations de la géométrie de l'espace. Vous dites c'est une interaction. Bon, donc déjà là, il y a un petit problème. Qu'est-ce que c'est que l'espace et qu'est-ce que c'est que la gravité? Maintenant, sur le temps, c'est pareil. Le temps, est-ce qu'il a une réalité intrinsèque? Oui. Et dans ces cas-là, on a l'impression que dans la relativité générale, ça a une réalité intrinsèque. Et puis quand vous interrogez Françoise Combe, elle dit « je m'en fous ». Elle dit « moi, je constate simplement que les objets s'éloignent les uns des autres, et donc, peu m'importe le temps, c'est cet éloignement ». Alors maintenant, quand vous mélangez le temps et l'espace, alors là, ça devient... Donc il n'y a pas de position de départ sur ce qu'est le temps, la gravité et l'espace. Vous mettez le doigt évidemment sur des problèmes absolument fondamentaux. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'espace? Qu'est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il y a une réelle réalité physique? Alors, dans l'évolution de l'histoire des sciences, etc., il a bien fallu bâtir des choses. On commençait avec Galilée, puis avec Newton, la mécanique newtonienne. On avait besoin d'une description. Chez Newton, on avait un espace absolu, une entité définie. Le temps, c'était pareil. Et on calculait l'évolution des systèmes au cours de cette variable temps qui apparaissait dans les équations. Avec la relativité, d'abord restante plus générale, on fait une structure un peu plus complexe qui mélange l'espace et le temps, mais on a toujours effectivement une description de l'espace, une description du temps, une description qui vaut ce qu'elle vaut. Par exemple, mathématiquement, l'espace, il est décrit par ce qu'on appelle en géométrie différentielle une variété continue, par exemple, qui est courbée ou pas, peut être riemannienne ou pas, etc. Mais c'est une variété continue, etc. Et puis le temps, on continue à considérer quand même que c'est une variable, parce que dans les équations d'Einstein, il y a le temps, et on va calculer l'évolution des systèmes. Mais vous avez raison, ce n'est pas forcément la description ultime. Et aujourd'hui, justement, avec des théories de gravitation quantique, différentes approches qui sont encore en construction, etc., on commence à remettre en question un petit peu tout ces... Est-ce qu'il y a vraiment des définitions absolues et complètes de l'espace? Et est-ce qu'il y a vraiment une pertinence de la variable temps? J'ai dit à un moment que Kurt Gödel, par exemple, essayait de montrer que le temps n'était pas une variable pertinente en montrant une sorte de modèle qui conduisait à une absurdité temporelle avec la violation de la causalité. Il faut savoir que dans certaines approches de gravitation quantique, d'abord l'idée que l'espace puisse être une variété différentielle continue, elle est abandonnée dans certaines approches, où l'espace peut être granulaire, discrétisé, etc., etc. Il y a des atomes d'espace, etc. Et le temps, l'un de mes collègues, qui s'appelle Carlo Rovelli, qui travaille beaucoup sur les approches de ce qu'on appelle la gravité quantique à boucle, ne cesse de faire des conférences et des créatures en disant le temps n'existe pas, n'existe plus, etc. Et donc, ce sont des questions apparemment les plus simples quand on le pose, et ce sont en général les questions les plus simples sont les plus complexes. Voilà. Et donc, moi, il y a un truc que j'aime bien comme idée, c'est que l'espace et le temps sont des entités émergentes. C'est-à-dire, ce n'est pas le substrat fondamental, mais ce sont des choses qui émergent d'un niveau plus fondamental. Ça peut être, par exemple, le vide quantique, ou ça peut être d'autres choses qu'on n'a pas encore comprises, etc. Et dans l'empilement de niveaux d'organisation et de structuration à partir de ce substrat que l'on ne connaît pas encore bien, apparaîtraient des propriétés qui ressemblent à de l'espace et des propriétés qui ressemblent à du temps, mais donc des propriétés émergentes qui ne seraient pas le vrai substrat. Voilà. Après, il faut bien en savoir aussi que pour nous, pour fonctionner dans la vie de tous les jours, notre cerveau, on a besoin de structurer les événements, on a besoin d'une conception
sans doute naïve de ce qu'est l'espace pour pouvoir se déplacer et de ce qu'est que le temps pour nous regarder dans la glace et nous regarder vieillir. Bonsoir. Je vous pose cette question parce que je sais que vous avez fait une vidéo expliquant comment on verrait, comment serait un trou noir si on l'apercevait. Et en fait, je voulais savoir si on décidait de voyager jusqu'à la galaxie d'Andromède, est-ce que vraiment on se rendrait compte que l'on sort de notre galaxie et que l'on rentre dans la galaxie d'Andromède? Comment est-ce que, juste en vision d'être humain, donc suivant notre regard, est-ce que vraiment on se rendrait compte qu'on est en train de passer d'une galaxie à une autre? Ou si tout paraîtrait comme uniquement comme une étoile? Oui, alors je ne suis pas sûr d'avoir entièrement entendu ce que vous disiez. Est-ce que vous faites allusion au possible voyage spatio-temporel utilisant des trous noirs et des trous de verre pour aller d'une galaxie à l'autre ou pas? Je voudrais juste savoir si l'on prend un vaisseau spatial pour se diriger vers la galaxie si on prend si on prend un vaisseau spatial pour se diriger vers la galaxie d'Andromède par exemple, est-ce que l'on se rendrait compte qu'on sort de la Voie lactée pour rentrer dans la galaxie d'Andromède? Parce que en fait, dans les films, c'est ce que l'on nous montre, tout se passe rapidement, toutes les étoiles passent à côté de nous rapidement, mais est-ce que vraiment on se rendrait compte qu'on sort de notre Voie lactée et qu'on rentre dans la galaxie d'Andromède, nous, si on regardait par le hublot, en fait? Voilà. Est-ce qu'on se rendrait compte qu'on est en train de partir d'une galaxie à une autre? Oui, mais je suis désolé, mais j'ai pas bien compris. Je comprends pas la question, en fait. Vous parlez d'un voyage spatial? Oui. En rapport avec les trous noirs ou pas? Non. Non, d'accord, un voyage spatial. Et est-ce que dans un voyage spatial, si on passe d'une galaxie à une autre, on va se rendre compte? C'est ça la question? Oui. Est-ce que nous, dans notre vaisseau, on se rendrait compte qu'on vient de sortir de notre galaxie et qu'on rentre dans une autre galaxie? Oui, je vois pas pourquoi on ne se rendrait pas compte. De la façon que vous circulez, vous allez de Paris à, je sais pas quoi, à Marseille, regardez le paysage, c'est pas le même. Bon, excusez-moi pour la réponse très naïve à cette question, mais peut-être que je l'ai pas bien comprise. Merci. On va peut-être arrêter les questions et passer aux dédicaces, si ça ne vous ennuie pas, à moins que vous ayez une question fondamentale qui va vous empêcher de dormir cette nuit. Alors peut-être une ultime question, si vous avez... Pas d'ultime question? Pas d'ultime question, vous avez tout compris, c'est génial. Eh bien, allez, hop!